Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Smart Invest. En ce lundi 5 juin, enfin on est le mardi 6 juin, mais bon il est 1 heure du matin. Je vais faire comme promis du coup l'analyse du S&P que j'avais fait la semaine dernière. J'ai pas eu le temps de le faire ce week-end, voilà, c'est pour ça que je le fais dans ces heures un petit peu tardives, mais mieux vaut tard que jamais comme on dit. Et puis, il s'est passé des choses quand même assez intéressantes. On se retrouve sur le contrat E-mini, qui est du coup, pour rappel, le contrat le plus liquide du S&P. On s'était vu la dernière fois, que c'était voilà ici, donc le 19 mai. On avait eu du coup une impulsion haussière au niveau de la résistance annuelle. Résistance annuelle que ça y est, c'est fait, on la break. On a break enfin cette grosse résistance. Bon, après, il faut quand même voir les choses avec un petit peu de recul. On l'avait déjà break une fois, puis on a réintégré pour faire des nouveaux plus bas. Prise de liquidité baissière pour hop, venir nous faire un petit inducement de ces plus bas et faire du coup le bottom pour l'instant annuel et on espère que ça va le rester. Mais avant d'aller sur les graphiques, déjà au niveau du Fear and Greed Index, alors on voit qu'on est en train de passer dans l'extreme greed, qui est très bullish pour la suite au niveau de l'été. Autre stat très bullish, c'est au niveau des options. Donc on voit que c'est shorté à fond les ballons, le S&P. Au niveau des metrics, bon, on va voir qu'il n'y a pas vraiment de raison de le shorter autant, mais en tout cas, ça c'est bien parce que du coup, ça fait liquidation de short. Enfin là, du coup, c'est des puts, mais pour du coup liquider les puts, le broker se recharge en action, donc ça fait acheter du S&P au broker, donc ça fait pump le marché. En plus de ça, on est arrivé sur une zone de liquidité où on a eu un short squeeze. Donc voilà, pour l'instant, on est plutôt bullish au niveau du S&P, même peut-être trop, vu qu'on arrive dans l'extrême grid, mais bon, on n'y est pas encore. Mais on va voir que en l'approche de ce FOMC du 14 juin, qui du coup sera la semaine prochaine, on a de bonnes raisons d'être assez optimiste au niveau du S&P. Donc au niveau des annonces économiques, cette semaine, il n'y aura pas grand-chose. Pour ceux qui tradent le Forex, je ferai peut-être d'ailleurs une vidéo demain là-dessus. On aura des bonnes opportunités au niveau de l'AUD et au niveau du CAD. Pourquoi? Parce que décision des taux d'intérêt de la BOC et décision des taux d'intérêt de la Banque centrale australienne. Sinon, au niveau de l'économie américaine, pas grand-chose. Pas grand-chose, pas grand-chose, même rien du tout en fait, rapport au Ouest, mais bon, c'est pas vraiment beaucoup regardé. Mais pourquoi pas grand-chose? Parce que bien évidemment, la semaine prochaine, il y aura le fameux FOMC et juste avant le FOMC, on aura le CPI. C'est-à-dire que la semaine prochaine, ça va squeezer. On aura donc l'IPC 14h30 et décision des taux d'intérêt, puis conférence de presse FOMC le lendemain. Donc ça va être du sport. Et en plus de ça, on aura enfin la décision de l'inflation du gouvernement US. Pourquoi? Parce que le gouvernement US aime beaucoup piper les chiffres, que ce soit les chiffres de l'emploi, que ce soit les chiffres de l'inflation. Donc, étant donné que sur Trueflation, on commence à avoir un bottom au niveau de la chute de l'inflation, donc bottom au niveau des 2,83, à combien va nous sortir l'inflation reportée par les stats du gouvernement? Je pense que ce sera aux alentours de 3, 3,50, peut-être 4 si vraiment ils veulent piper à fond. Mais bon, dans tous les cas, si c'est au-dessus de 4, ça fera vraiment scandale, sachant que on a déjà quelques petits scandales au niveau des chiffres de l'emploi qui sont sortis, qui sont donc fortement pipés et ça commence à se voir. Donc au niveau de l'inflation, je pense que voilà, déjà au niveau de la trueflation, donc l'inflation réelle, on a enfin fait le bottom, donc le paradigme de déflation qui se rapproche commence à s'éloigner, ce qui est une bonne nouvelle. Et pourquoi pas faire un petit rebond et retourner dans les zones des 3, 3,50 avec peut-être si le FOMC on n'aurait pas d'augmentation de taux et en période estivale on aura une reprise de la consommation. En plus de ça, on voit que le pétrole commence à remonter, donc ça peut être aussi annonciateur d'un petit rebond d'inflation, mais bien sûr, ça reste tant qu'on ne redépasse pas les 4,80 voire les 5, voilà, pas d'inquiétude au niveau de l'inflation. Et du coup, le fameux FedWatch Tool, où on a eu énormément de mouvements sur les dernières semaines. Alors, on avait eu
on avait eu donc 80% de personnes qui priçaient que la Fed n'allait pas augmenter les taux. Semaine d'après, on a 64% de personnes qui price que la Fed augmente le taux. Puis, paradigme de la dette, du plafond de la dette qui se termine. On a voilà un nouvel accord. Et hop, on repasse à combien? On repasse à 78% de personnes qui price pas d'augmentation de taux pour ce 14 juin. 14 juin. Du coup, si pas d'augmentation de taux, ce sera la première fois depuis 2 ans, donc depuis 2021, depuis voilà, mars 2021, qu'on n'aura pas d'augmentation de taux. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, donc 17 FOMC avec à chaque fois une augmentation de taux. Donc ça va bientôt faire 2 ans qu'on a l'habitude d'avoir une augmentation de taux. On voit que les indices, donc le S&P, le Nasdaq, ont décollé à la hausse juste pour du coup une approche de peut-être qu'on ne va pas augmenter les taux. Donc si ça y est, c'est acté, le 14 juin, on n'augmente pas les taux, et bien là pour le coup, on peut avoir du coup une réallocation de capitaux sur les marchés à risque notamment, donc comme notre petit S&P, mais aussi les marchés obligataires, parce que du coup, pas d'augmentation de taux veut dire que ça y est, vos obligations vont quand même rester assez stables et on aura beaucoup moins de volatilité dessus. Bon, la Fed a commencé à changer un petit peu de discours, elle ne parle pas, elle, de pivot, mais elle parle de skip, c'est-à-dire, voilà, on ne va pas augmenter pour ce rendez-vous-là du FOMC, mais peut-être que le prochain, on augmentera à voir. Bon, maintenant j'ai envie de vous dire, quand on voit la tête de l'inflation, quand on voit comment les marchés ont réagi, quand on voit la volatilité qu'on a eue sur le marché obligataire, les faillites bancaires qu'on a eues, la Fed qui a dû réallouer des capitaux, je pense que voilà, pas d'augmentation de taux le 14 juin voudra certainement dire pas d'augmentation de taux jusqu'à fin 2023, donc 6 mois de pas d'augmentation, donc 6 mois de possibilité de réinvestir sur les marchés. Mais encore une fois, je pense que ce sera à la rentrée. Pourquoi ce serait à la rentrée qu'on aurait vraiment des surperformances? Premièrement, parce qu'on a énormément d'acteurs qui ne sont pas présents sur les marchés, qui sont en vacances. Et deuxièmement, quand vous voyez ce type de performance, donc voilà, on va prendre la médiane parce que les gens aiment bien vous dire oui, on a fait 40%, 37% de performance sur le Nasdaq, mais personne n'achète les bottoms. C'est bien connu. Donc en réalité, on va prendre la médiane du bottom. À ce niveau-là, on a eu donc environ 30% de performance au niveau du Nasdaq, de la médiane du bottom jusqu'au top actuel, et on a 12% sur le S&P. Donc quand vous avez ce type de performance, et on regardera les cryptos, donc Bitcoin demain. Ah non, demain j'ai dit que ce sera sur le Forex, donc Bitcoin ce sera mercredi. Donc du coup, quand on voit même les crypto-monnaies qui ont surperformé les marchés, on peut se dire que voilà, il n'y a pas vraiment de raison logique de mettre à risque ses capitaux durant cet été, sachant qu'il y a extrêmement peu de volatilité et que, étant donné qu'on a break déjà ici la résistance annuelle, pareil pour le Nasdaq. Vu la faible volatilité qu'il y a sur les marchés en été, vu le faible nombre d'acteurs qui s'y trouvent également, on peut s'attendre à voilà, réintégrer, peut-être ranger un petit peu pendant cet été, puis aller attaquer donc la seconde résistance et repartir pour des plus hauts. Nasdaq, lui, pareil, hein, il attend du coup de retaper la résistance des 15 250. Pour l'instant, on n'y est pas, on est surtout en train d'essayer de combler ce gap qu'on a quasiment comblé, donc il manque quelques points et on l'aurait comblé. Mais en tout cas, voilà, on est quand même pas mal bullish sur les indices. Pourquoi? Parce que le FOMC se rapproche, tout ce qui nous faisait peur commence à disparaître, et surtout, on a du coup je sais pas comment appeler ça, un aveuglement de énormément de personnes sur le fait que non, c'est pas possible, la Fed ne va pas commencer à arrêter de monter les taux, donc on va shorter les indices, pour essayer voilà de revenir à la réalité, parce que le monde c'est pas beau, qu'il y a plein de problèmes et que on va tous mourir. Donc encore une fois,
les indices sont surachetés, comme j'aime le faire, je reviens sur mon fameux S&P divisé par l'inflation. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le S&P, donc sur notre chart, le S&P, voilà, il est pas loin de ses plus hauts. Moi, personnellement, sur mes charts, je vois quoi? Je vois que le S&P, alors, je vais aller en weekly. Voilà, je vois que le S&P, en réalité, il est sur sa médiane depuis 2002. Donc voilà, si vous prenez le grand range des années 2000, où on a fait le plus haut du coup dans les années 2000 et le plus bas qu'on a fait en 2008, bah actuellement, on est où? On est dans la médiane. Donc on n'est pas surévalué, on n'est pas sous-évalué, actuellement, on est dans la médiane. Bon, maintenant, c'est sûr que si les gens ne savent pas ce que c'est qu'une inflation et une masse monétaire, bon, ils vont vous dire, voilà, oui, ce type de pattern, c'est voilà, c'est totalement surévalué. Et en plus de ça, j'ai envie de vous dire que ce type de pattern, c'est extrêmement sain pour un marché qui monte. Pourquoi? Parce que la dernière fois qu'on avait réaccumulé comme ça pour refaire des plus hauts, hormis voilà les cracks qu'on avait eu donc 2019 et 2020, c'était donc 2016. Donc 2016, on avait eu une réaccumulation pour du coup faire des plus hauts. Et après, on a eu donc voilà des flash crash comme on les appelle, mais c'était Covid et avant c'était Trump. Donc voilà, c'est des choses qui ne vont peut-être pas se repasser d'ici peu. En tout cas, pour le moment, au niveau de notre fameux S&P, bah écoutez, c'est déjà une très bonne nouvelle qu'on ait break cette résistance avant le FOMC, parce que du coup, ça voudrait dire que peut-être que cette semaine, du coup, là on est lundi, on a continué le mouvement de fin de semaine. Peut-être que cette semaine, du coup, on va commencer à retracer déjà, fermer les gaps, revenir sur les order blocks qui sont toujours pas fermés, et après FOMC, hop, on pourrait s'attaquer du coup à la fameuse deuxième résistance annuelle, enfin pas vraiment annuelle parce que ça s'est pas passé en 2023, mais voilà, la résistance qui s'est passée il y a à peu près un an. Au niveau du coup du Extreme Grid, on en a parlé, le CME, ça y est, c'est fait. Ah oui, du coup, donc le CME, ça y est, on a nos fameux institutionnels qui nous expliquent que on n'aura pas d'augmentation de taux, en tout cas c'est ce qu'ils price. Donc du coup, qu'est-ce qu'il se passe sur les marchés? On a une réallocation des capitaux. Ici, vous avez les capitaux de la Fed. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des capitaux de la Fed? On était sorti du canal baissier, on l'avait réintégré, mais hop, juste au final pour faire des plus hauts. Et qu'est-ce qu'on a encore fait? On a fait des plus hauts de toujours plus, enfin des highs de plus en plus haut. Donc bas de plus en plus haut, haut de plus en plus haut. Qu'est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle un marché bullish. Donc la Fed commence à réinvestir des capitaux sur les marchés et elle en réinvestit de plus en plus. Toujours dans ce paradigme de bon, on a bien secoué l'inflation, on l'a bien réduit, mais maintenant il faut faire attention. Donc quitte à reverser un petit peu d'argent sur les marchés pour continuer ce bottom, ce serait pas mal pour du coup éviter de partir en déflation. Surtout que on a du coup 500 milliards d'obligations d'État qui vont être émises d'ici peu. Donc qu'est-ce que ça va faire ces obligations d'État? Ça va faire que notre fameux overnight reverse repo va enfin pouvoir break ses plus bas, donc de 2000 milliards. Pourquoi? Parce que du coup, s'il y a 500 milliards d'obligations à acheter, obligations d'État, et qu'en plus de ça, ces obligations d'État sont à un taux qui serait le plus haut, c'est-à-dire que s'il n'y a plus d'augmentation et que vous avez des obligations qui vous rémunèrent 3,25%, pardon, eh bien ça fait que vous avez les obligations les plus chères, enfin les mieux rémunérées pour les 5 à 10 prochaines années, si on n'a pas de nouvelle augmentation de taux dans ce laps de temps. Or, c'est ce que les marchés commencent à pricer, donc les 500 milliards d'actions, 500 milliards d'obligations, pardon, qui vont être émises par le gouvernement, vont être demandées, extrêmement demandées. Et ici, vous avez des institutionnels qui ont quasiment 2000 milliards de dollars qui sont en attente depuis maintenant un an, qui attendent du coup des bonnes occasions pour investir sur les marchés. Et voilà que là, ils ont la meilleure des opportunités. Avoir des obligations d'État qui vous rémunèrent du 5%, 5,25%, enfin un peu, enfin bref, avec un taux de la Fed de 5,25, en sachant que ce sera certainement les obligations qui rémunéreront le mieux de ces 20 dernières années, si jamais on n'a pas d'augmentation de taux par la suite. Donc là-dessus,
très bon investissement. Donc c'est pour ça qu'on attend d'avoir enfin ces capitaux qui viendront se réinvestir sur les marchés. Et du coup, on en aura peut-être d'autres qui auront la frustration de ne pas avoir pu acheter ces obligations d'État. Donc, frustration feront qu'ils sortiront des capitaux pour les réinvestir sur les marchés actions, étant donné que les marchés obligataires, c'est pas tous les jours que vous pouvez avoir ce type de obligation, enfin ce type de rémunération. Au niveau du coup du dollar. Alors, ce qui était intéressant, donc comme on avait dit, on avait eu sortie du range par le haut, donc voilà, on avait le gros range ici, on avait un plus petit range juste là, on était sorti de ce petit range pour au final faire une pattern de distribution qui va nous faire certainement réintégrer ce range pour certainement le casser par le bas. Pourquoi j'ai pas les dates ici? 14 juin, voilà. Donc ici, on aura le FOMC. Je pense que au niveau du FOMC, on aura terminé la pattern de distribution. Donc on sera au niveau du spring. Spring, du coup, qui nous fera, hop, une belle bougie rouge pour déjà casser les personnes qui ont long et qui se sont dit, ça y est, c'est un retour du dollar haussier. Et on le voit vraiment, c'est impressionnant. On le voit au niveau des options. Vous avez énormément de personnes qui vendent le marché. Mais qui vendent le marché et donc achètent du dollar. Vous avez quasiment 2 shorts pour un long. Donc qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque que du coup, vous avez énormément de personnes qui ont été bullish sur le dollar. Mais ce qui est étrange aussi, et j'aimerais revenir dessus. Donc déjà, bon, je finis ce parallèle, mais du coup, vous avez énormément de stops à aller chercher. Et en plus de ça, ça pourrait faire un long squeeze. Donc on va squeeze tous les longs et enfin, hop, pouvoir break ce plus bas. Ce qui ferait en réalité de tout ça une pattern de redistribution. Donc voilà, pattern de distribution, on réaccumule pour hop, casser les plus bas sans casser le high de la pattern de distribution de base. Mais du coup, ce que j'avais vu, ce qui était assez intéressant, c'est que à la base, vous avez toujours une corrélation inverse. Ah, il me recommence. TradingView, on s'aimait bien, ça marchait bien pendant 20 minutes. Pourquoi c'est maintenant que tu commences à me faire des petites surprises? Hop, SPX. Donc, ici vous avez le S&P du coup en orange. Donc, le paradoxe qui se passe en ce moment au niveau du dollar, c'est que à la base, vous avez toujours une corrélation inverse entre le marché action et le dollar. Enfin, le S&P 500, le Nasdaq, etc. et le dollar. C'est-à-dire que quand le dollar est bullish, le S&P est bearish. Quand le dollar est bearish, le S&P est bullish. Et ça, c'est vraiment une corrélation inversée de long terme. C'est-à-dire que si on remonte même dans les années 2000, même dans les années 90, c'est vraiment quelque chose qui se reflète à chaque fois. Et bien pour le coup, je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que vous avez un dollar qui a été bullish et vous avez un marché action qui a lui-même été bullish. Donc ça peut expliquer deux choses. Ça peut expliquer premièrement que vous avez des personnes qui vont se recharger en dollars et vous avez des personnes qui se rechargent également dans le marché action, donc dans le S&P. Mais du coup, normalement, les personnes qui iraient sur le marché action vendraient leurs dollars pour acheter des actions. Or là, on voit qu'en fait, les dollars qui sont vendus pour rentrer sur le marché action sont directement rachetés par des personnes qui n'étaient plus exposées soit au marché action, soit au dollar. Donc en réalité, je pense que comment dire, l'environnement qu'il y a eu dernièrement sur la soi-disant mort du dollar, voilà, maintenant il faut chercher de l'or, du yuan, etc. Je pense qu'en réalité, les gens commencent à comprendre que bah, le dollar, c'est pas demain qui va mourir. Les États-Unis, c'est pas demain que ça va devenir l'URSS en termes de PIB. Donc, on peut quand même se dire que voilà, j'ai vendu mes dollars, j'ai vendu le marché action américain. Je pense qu'il est temps de se réinvestir dessus. Pourquoi? Parce que on voit que le marché de l'emploi US résiste bien. On voit que c'est quand même ceux
dans les marchés, dans les économies occidentales qui ont du coup surimprimé de l'argent durant le Covid, qui ont le mieux géré l'inflation. Donc quoi qu'on puisse dire au niveau de la Fed, pour l'instant, c'est le pays qui gère le mieux son inflation. C'est le pays qui gère le mieux du coup le retour des capitaux dans les marchés actions et c'est le pays qui gère le mieux euh, le marché de l'emploi. Bon, après, là-dessus, c'est des stats qui sont pipés, donc au niveau du marché de l'emploi, on peut dire que voilà, c'est pas tout à fait vrai. Mais en tout cas, on voit qu'au niveau de l'inflation, ils ont quand même hyper bien géré. On a eu certes des faillites bancaires, mais on n'a pas eu de faillites bancaires majeures. On a eu des faillites bancaires au niveau de banques régionales et voilà la Silicon Valley Bank, qui est une banque régionale de la Silicon Valley, mais bien évidemment, étant donné que la Silicon Valley, enfin en réalité toute la Californie produit un PIB équivalent à la France, c'est sûr que ce type de banque, quand elle fait faillite, vous avez énormément d'acteurs qui subissent la faillite. Mais malgré ça, on voit que voilà, le paradigme de les États-Unis sont mortes, les valeurs technologiques à la poubelle, etc. On peut voir que ça commence vraiment à être faussé. Bon, après, vous avez toujours des personnes qui price le pire. Bon, après, c'est l'être humain, vous en avez qui sont optimistes, d'autres pessimistes. Mais ce qui pourrait quand même nous expliquer pourquoi on a un dollar qui pump. Donc on a des nouveaux capitaux qui s'intéressent au dollar et en plus de ça, on a les actions qui pump. Donc c'est vraiment intéressant de surveiller ça. On peut le voir aussi au niveau euh, des obligations d'État à 10 ans. On voit que voilà, on avait du coup on a ce gros range long terme, on avait ce petit range qui a été fait, hop, on est passé dessus et on avait deux possibilités, soit le réintégrer, soit commencer à ranger par-dessus. Bah, je pense que actuellement on est plutôt sur la deuxième option, c'est-à-dire que on est peut-être en train de démarrer un range entre du coup les 4% et les 3,60 en rémunération. Et bien évidemment, ça y est, TradingView a sombré. Alors, US 10 year, voilà. Donc, on aura peut-être un nouveau range qui se passerait à ce niveau-là. Et peut-être que du coup, on aurait l'inflation reportée par le gouvernement américain qui serait dans ces zones-là. Bon, je vais aller tout en bas. Bon, c'est vrai que comme ça va me prendre un peu trop de temps. Voilà, donc on a du coup l'inflation qui est à 4,90. Ouais, mais j'aurais aimé avoir pas ce type de pattern. Voilà, donc du coup, on pourrait avoir une inflation qui serait aux alentours des 5, enfin 4,90, 4, reportée par le gouvernement. En réalité, elle est plus entre les 3 et les 2, c'est ce qu'on a vu. Mais du coup, on aurait des obligations d'État à 10 ans qui seraient donc entre les 3,80 et les 3,50. Et du coup, on aurait un dollar qui serait dans ces zones de prix. Hop là, voilà. Donc on aurait un DXY qui serait aux alentours de 101, voire 103. Après, je pense que on a quand même énormément de chances de break donc ce niveau du DXY. Pourquoi? Parce que une fois que le paradigme de baisse de taux, enfin le paradigme de arrêt de hausse de taux va démarrer,
on aura du coup des capitaux qui seront beaucoup plus intéressants, beaucoup plus intéressés par les marchés actions. Et là-dessus, du coup, on aura des ventes du dollar pour s'investir au niveau des marchés actions. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Il faut aussi être indulgent avec moi, il est 1h30 du matin. Demain, je me lève à 8h. Mais bon, on a commencé, enfin on a regardé un peu tout ce qui pouvait être intéressant. Au niveau, ah oui, du range aussi long terme qu'on avait eu donc sur le S&P face aux obligations long terme, on voit que voilà, on est sorti du range par le haut, donc vous avez maintenant la majorité des capitaux qui se réinvestissent sur les marchés actions. Et au niveau du WTI, au niveau de la demande du WTI, donc là on a WTI divisé par l'inflation, donc en réalité ici on n'a que la demande du WTI. On voit que voilà, on a donc toujours ce canal haussier long terme. On est venu travailler par le bas, mais hop, on a réintégré directement. Et si on voit que donc le cours commence à continuer à aller vers le haut, ça pourrait du coup indiquer que l'économie américaine est repartie de plus belle. Donc on pourrait avoir des performances intéressantes au niveau des marchés actions et au niveau des entreprises US. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain pour du coup une vidéo sur le Forex où j'expliquerai les opportunités qu'on pourra avoir au niveau de l'augmentation. Ah oui, c'est vrai, ici c'est la semaine prochaine. Donc voilà, qu'on aura au niveau de l'augmentation des taux de la Banque centrale australienne et augmentation des taux de la Bank of Canada. Très bonne soirée à vous, merci de m'avoir écouté.